Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Selina Zhang, la directrice principale des initiatives stratégiques et des partenariats à l'Institut urbain du Canada. Je vous souhaite la bienvenue à la séance de mobilisation communautaire aujourd'hui euh, de l'initiative canadienne pour des collectivités en santé qui s'intitule euh, Obtenir l'approbation d'un projet et le réussir. Collaboration entre municipalités et partenaires communautaires. Donc, nous avons des partenaires aujourd'hui, Amis des Parcs, 880 Cities, Mars et eClay Canada, qui vont animer la séance d'aujourd'hui. Mais je vais commencer par déclarer que je suis sur le territoire de Toronto aujourd'hui, territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris des Mississauga de la rivière les Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et les Wendat. Toronto est régi par le traité 13, signé avec les Mississauga de la rivière et le traité Williams, signé avec les nations Anishinaabe, plusieurs nations Anishinaabe. Et au nom des premiers habitants de ce territoire, des colons qui les ont suivis et des Canadiens d'aujourd'hui, je déclare que nous devons continuer à travailler pour la réconciliation avec nos ancêtres les Autochtones. Donc, je vois que des gens ont commencé à écrire dans la boîte de conversation. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait. Dites bonjour, dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez. Vous pouvez écrire à tout le monde, pas seulement aux conférenciers, mais aussi à tous les participants. Et dites-nous justement comment vous appelez, d'où vous venez. Et aujourd'hui, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à nous écrire dans la boîte de conversation. Si vous avez des questions, posez-les. Ça nous fera plaisir de les recueillir. Nous allons colliger vos questions et il y aura En fait, nous avons du personnel aujourd'hui qui euh, gère la boîte de conversation, qui vont prendre note de vos questions et y répondre. Si vous avez des questions précises sur votre projet précis ou votre demande de financement, nous allons vous verrez une adresse courriel sur le tableau de bord de l'initiative canadienne pour des collectivités en santé. Vous pourrez écrire à ce courriel pour obtenir réponse à vos questions. Bon, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, bon, cette séance aujourd'hui est diffusée en anglais et en français. Et pour avoir accès à la langue d'interprétation, il y a un globe au bas de votre écran sur Zoom. Cliquez dessus, vous pourrez choisir anglais ou français, passer de l'une ou à l'autre langue. La séance est enregistrée, elle sera diffusée sur le site web de l'Institut canadien pour des collectivités en santé dans les prochains jours. Et les autres séances de mobilisation seront également diffusées sur ce site web au cours des prochaines semaines. Et vous pourrez y trouver les séances elles seront diffusées sur le site web. Donc cette séance aujourd'hui n'est pas la séance sur la façon de soumettre une demande. C'est plutôt une formation sur comment des municipalités peuvent travailler avec des partenaires communautaires pour obtenir des résultats. Je vous donne un aperçu, le contexte de l'initiative pour des collectivités en santé. C'est un investissement de 31 millions de dollars du gouvernement du Canada pour soutenir les efforts locaux d'adaptation des espaces publics face à la pandémie de COVID-19. Les demandes de financement peuvent porter sur des projets de 5 000 à 250 000 dollars. Et la deuxième ronde de financement, de demande de financement, euh, prendra fin le 20 juin 2021 à 17 heures à Pacifique. La première ronde de demande était très concurrentielle. Nous avons reçu plus de 3000 demandes de financement pour un total de 360 millions de dollars en demande. À cette première ronde, nous avons eu le plaisir euh, d'accorder bourses, des, euh, des bourses de 250 000 dollars. Et mercredi, le 26 mai, vous aurez la liste des projets qui ont été acceptés lors de la dernière ronde. Si vous soumettez un projet pour la première fois ou pour la deuxième fois, parce que vous n'avez pas reçu de financement à la première ronde, nous espérons que ces séances de mobilisation vont vous aider à peaufiner votre demande de financement. Étant donné que le financement est limité, je veux indiquer que les fondations communautaires du Canada ainsi que les fondations locales ne peuvent pas vous donner une rétroaction euh,
individualisé, c'est-à-dire si vous avez soumis un projet qui n'a pas été accepté. Cela dit, il y a de nombreuses séances de mobilisation qui s'en viennent. Vous aurez accès à une carte interactive des projets qui ont été financés partout au Canada et vous recevrez beaucoup de ressources d'informations sur euh, la deuxième ronde de demande de financement. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et bien maintenant, nous allons passer à la conférence d'aujourd'hui. Je vais passer le micro à mon collègue Landrick qui va prendre le relais. À vous, Landrick. Merci. Bienvenue à tous et à toutes. Merci à nos partenaires. Merci aux participants d'aujourd'hui. Obtenir l'approbation d'un projet et le réussir. En fait, oui, mais encore, comment les municipalités peuvent travailler avec des partenaires communautaires. Je m'appelle Lanrick Bennett Jr. Je suis le gestionnaire principal de 880 Cities. Il y a aussi Gia Benny, qui est notre gestionnaire de projet. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Rachel Yanchinkin, gestionnaire de projet principal de Amis des Parcs, et Chris Macris, qui est associé senior à Smart Cities Mars Discovery District. Moi, je fais partie du conférencier aujourd'hui et je travaille dans ce projet. Je vous parle un peu de moi. Je travaille dans le secteur public. Je suis un défenseur des droits communautaires et je travaille pour un conseil municipal. Je crois au changement. Je crois qu'on peut apporter un changement et cette initiative pour des collectivités en santé peut apporter ce changement. Quand les municipalités travaillent en collaboration avec des partenaires communautaires, je sais sincèrement que les choses peuvent marcher. Et nous allons vous donner des informations sur la façon dont on peut opérer ces partenariats. Donc, qui est 880 Cities? Nous sommes un organisme à but non lucratif de Toronto qui, en fait, essaie d'améliorer les villes, les espaces publics en vue de l'amélioration du bien-être des gens. Nous travaillons sur l'équité, la santé, le bien-être des gens. Donc, on croit que si ce qu'on fait pour des gens de 8 ans ou 80 ans est bon, c'est bon pour tout le monde. Et il faut se poser des questions importantes. Si tout ce qu'on faisait dans nos villes était sûr, accessible et équitable pour les gens de 8 ans et de 80 ans, justement, ces endroits, ces villes seraient merveilleuses pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous donner un aperçu de la direction qu'on veut prendre aujourd'hui. Ce qu'on aimerait vous donner, ce sont des observations qui ont été faites dans les nombreuses villes où nous avons travaillé, en collaborant avec plus de 350 collectivités sur de nombreux continents, sur plusieurs continents. Notre rôle, c'est d'être un médiateur entre les municipalités et les groupes communautaires. Les groupes communautaires peuvent souvent considérer le gouvernement comme une espèce d'organismes tentaculaires, des tentacules qui s'entremêlent, des choses extrêmement complexes, des organismes extrêmement kafkaïens, les gouvernements. Et il y a plusieurs organismes qui veulent que le gouvernement règle des problèmes et d'autres qui veulent que le gouvernement s'écarte du chemin et qu'il leur laisse faire leur travail. Et ça, ce n'est pas une dynamique qui est productive. Les changements qu'il faut faire ici, ce sont des changements pour aborder les défis auxquels on fait face. La COVID, la crise économique, les changements climatiques. C'est-à-dire qu'il faut trouver de nouvelles façons de travailler ensemble, c'est-à-dire du côté des municipalités et des collectivités et des organismes communautaires. Il faut que tout le monde soit à la même table. Au niveau macro, des projets importants ont besoin du soutien gouvernemental. Un exemple, c'est Gil Pendleton, un fondateur qui a commencé un projet à Bogota, en Colombie. Il a créé un espace ouvert où les piétons, cyclistes et adeptes du transport en commun pouvaient partager des espaces. Et ensuite, par exemple, à Thorncliffe, il y a des femmes, une organisation axée sur les femmes, qui fait du travail merveilleux. Et elles invitent le gouvernement à agir comme consultant, comme partenaire, pour justement consulter la population. Le gouvernement se conçoit comme un régulateur. Ça, c'est important. Mais aussi, le gouvernement doit se concevoir comme un facilitateur, un entremetteur.
où il peut mettre en relation des partenaires, des citoyens, pas seulement travailler pour les utilisateurs, mais pour tout le monde. Ici, à Toronto, le parc Thorncliffe, cette, justement, ce comité de fans de Thorncliffe a grandement amélioré les choses parce qu'ils ont travaillé sur des projets d'infrastructure en réponse aux besoins de la communauté. Une citation de Annika Hager, co-créatrice de ce comité, résume bien la chose. Les politiciens et les gestionnaires doivent laisser aller le pouvoir, le donner aux citoyens. De l'autre côté, les citoyens doivent s'habituer à ne pas seulement demander. Les citoyens doivent prendre leurs responsabilités. Il faut s'habituer à cette nouvelle façon plus organique de travailler ensemble. Mais en lumière des nouveaux développements avec la COVID, le gouvernement a fait des progrès énormes. Le gouvernement a réagi rapidement pour soutenir les besoins de la population, pour répondre aux besoins de la population. Les municipalités aussi font du très travail. Il y a des projets de co-création, ce qui apporte un impact plus durable et plus positif. La co-création, c'est une façon de développer des villes. Ça met en jeu ou en relation une expertise technique, sociale, communautaire pour travailler ensemble. La question n'est pas quand, mais plutôt comment la communauté et le gouvernement peuvent travailler en vue du changement. Commençons par les avantages de la co-création. Donc, nous voulons accroître la participation de la population et de l'équité. Nous voulons accroître la sensibilisation des citoyens, réduire les coûts et gérer les risques. Nous voulons aussi avoir des projets dont le financement est plus ciblé. Comme vous le savez, c'est très important, plus que jamais en fait. Et nous voulons améliorer l'efficacité de l'action gouvernementale. Les projets, ce type de projet va durer longtemps dans la communauté. Donc le titre du webinaire aujourd'hui, c'est Oui, mais encore, collaboration entre municipalités et partenaires communautaires. Donc il y a dans la vie, dans le développement urbain, la co-création, la différence entre oui, mais encore et non. En fait, oui et non, la différence entre les deux, ça peut se répercuter par une absence de financement du gouvernement. Et le et, en fait, le oui, mais encore, c'est-à-dire encore ou et. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il y a une réalité auquel il faut faire face et maintenant il faut savoir comment l'aborder. On ne peut pas l'aborder seul. Il faut cesser de dire non. Il faut dire oui, mais encore. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Oui, on veut le faire. Et ensuite, il faut continuer à utiliser les idées de tout le monde, voir si on peut revirer les choses, les orienter dans la direction que l'on veut. Donc, les partenaires communautaires, les municipalités, les organismes caritatifs co-créent les choses, ils travaillent ensemble. Et un des avantages de ce partenariat, c'est qu'il y a, en fait, il y a des liens qui les rendent plus forts, rendent ces organisations plus, elles sont mieux liées aux collectivités. Il faut aider les organismes à établir ces liens dans la communauté. Nous voulons mobiliser la communauté, améliorer l'engagement citoyen. Aussi, les partenariats communautaires peuvent vous aider à comprendre les besoins de votre communauté, vous aider à comprendre qui profitera et qui ne profitera pas des investissements de vos projets. Et ces partenaires peuvent vous aider à améliorer la confiance de la population envers les institutions. Et aussi, ça peut vous aider à créer justement un partenariat durable avec la communauté. Il faut reconnaître l'expertise et les connaissances de ces partenaires communautaires, de leur rôle, du rôle qu'ils peuvent jouer. Il y a beaucoup de connaissances institutionnelles à partager. Et justement, ces partenaires communautaires qui travaillent avec les municipalités connaissent la population, connaissent leur quartier. Ce sont eux qui sont au cœur de l'action. Ils sont mieux placés que quiconque pour agir. Donc, dans les initiatives de finance comme celle-ci, peut-être que vous ne pourrez pas repartir de zéro, mais au point, vous pourrez bâtir à partir de ce qu'il y a déjà. On veut aussi créer des pôles
et des objectifs communs, les déterminer et déterminer comment on peut mesurer la réussite pour qu'on puisse avoir des données fiables pour l'avenir. Il faut s'écarter des attentes gérées et plutôt établir des objectifs précis dès le départ. Quand on gère les attentes, ça veut dire, quand on doit gérer les attentes, ça veut dire qu'on n'a pas bien préparé le terrain à l'avance. Et aussi, il faut avoir une bonne communication, donner une rétroaction, fournir de l'espace, du temps et des occasions verbalement à l'écrit pour que les gens puissent relever leurs propres besoins. On veut qu'il y ait un processus d'évaluation des besoins communautaires qui soit indépendant. Et aussi, il ne faut pas oublier pourquoi on a décidé de travailler dans ce domaine. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous sommes passionnés par le service à la population. Vous avez la possibilité d'apporter ces changements. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Gia. Merci, Landry. Bonjour, je m'appelle Gia Mani. Notre projet à 886. Je vais vous demander en plus en détail de ce que Landry a évoqué, du point de vue des projets communautaires. Donc, les espaces publics appartiennent à tout le monde. Ce sont des espaces très régulés, réglementés, mais ce sont des atouts à utiliser pour améliorer la qualité de vie des collectivités. Et ces espaces publics sont au centre de cette initiative des collectivités en santé. À cause de la pandémie, grâce à la pandémie, des collectivités ont montré ce qu'elles pouvaient faire, ce qu'elles avaient dans le ventre. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles les partenariats communautaires sont importants, comme l'a dit l'autre. Personne ne connaît le quartier aussi bien que les partenaires communautaires. Personne ne peut déterminer les besoins des collectivités locales comme les partenaires communautaires. Donc il y a certains projets qui ne sont pas une réponse à la COVID, mais on vous donne quelques exemples. En fait, ce projet-ci, le but, c'était de créer des programmes, des activités avec des seniors, des barbecues, des rencontres. Donc il y avait des résidents qui ont travaillé en commun. Nous avons essayé de comprendre leurs besoins. Nous avons créé un programme. Donc la ville, la municipalité soutenait le programme ici. Ça a été très important dans le projet. Et c'est le partenaire communautaire qui nous a permis de comprendre ce dont les citoyens, les aînés avaient besoin. Donc justement, ces interventions dans les quartiers sont très importantes, mais il faut que ce soit les partenaires communautaires qui soient sur le terrain. Ce sont eux qui connaissent les atouts et les particularités de chaque population locale. Ensuite, j'ai un autre exemple. C'est un groupe de travail sur l'équité dans les transports à San Jose, en Californie. Nous avons créé un groupe, une équipe de travail qui a élaboré un plan d'action en mobilité. Donc, ce groupe est composé d'organisations communautaires et de citoyens, et son but était de collaborer avec la ville et les citoyens sur l'élaboration d'un plan d'action en mobilité. Un plan qui a été élaboré pour déterminer les meilleurs moyens de mieux utiliser les ressources existantes. Par exemple, des services d'autopartage ou de partage de vélos, de partage de scooters. Et le groupe a été au cœur de l'action ici. Ils ont réussi à assurer une communication entre la ville et les collectivités qui étaient touchées par ce programme, et ça a été un franc succès. Prochaine diapo. Donc, je vais vous parler de ce projet. C'est Destination Stanford à Toronto. À cause de la COVID, la ville a essayé ou a aménagé des pistes cyclables sur cette avenue. Ça fait partie d'un projet plus vaste de la ville pour donner l'occasion aux citoyens de se déplacer en vélo ou à pied de façon sécuritaire. Et une étude qui a été réalisée après le projet a montré qu'après, en fait, après l'isolement, il y avait plus de gens qui se promenaient sur les pistes cyclables et qui marchent dans la rue. Donc, je crois que ça a été une réussite. Mais aussi, il faut savoir que les organisations communautaires, comme celle qui a travaillé ici,
en faveur de ce type d'aménagement et d'initiative. Et c'est le genre de choses que nous allons voir de plus en plus au fil des prochaines années. Ici, Danford avait été identifié, en fait, ça faisait longtemps qu'on savait que c'était un endroit qu'il fallait améliorer. On savait que l'aménagement des trottoirs et de la rue était problématique pour les citoyens et les cyclistes. Et la collectivité et la communauté, en fait, étaient déjà mobilisées pour des projets. Donc, ça a été très facile à mettre en œuvre dès que la municipalité était d'accord, évidemment. Donc, les rues et les espaces publics sont des espaces très réglementés, mais on peut les utiliser à bon escient. Il faut mesurer justement notre action, mais aussi il faut mobiliser la communauté. Parce que si on veut développer un programme d'infrastructure ambitieux, il faut bâtir une campagne d'information pour mobiliser la communauté. Et il faut ensuite que les structures pour cyclistes soient aussi répandues que les infrastructures pour automobilistes. Et ce que l'on veut, ce n'est pas que les gens utilisent ces infrastructures, on veut pas simplement ça, on veut que les gens aussi soient mobilisés et travaillent à améliorer les autres aspects de la ville. Donc maintenant, ma collègue va vous parler d'autres perspectives en aménagement urbain et en amélioration de l'espace public. Oui, merci, Gia. Merci de m'avoir été aujourd'hui. Merci à mes collègues conférenciers ainsi que nos partenaires techniques. Et merci aux fondations communautaires, à l'initiative canadienne pour des collectivités en santé, le gouvernement fédéral pour son soutien. Merci à tous les auditeurs aujourd'hui. Je m'appelle Rachel Yanchechi et je travaille pour Amis des parcs. Donc aujourd'hui, là, on vous parler de parcs et d'espaces publics urbains. C'est devenu beaucoup plus important et évident cette année que les espaces publics et les parcs sont vitaux et nous apportent bon nombre d'avantages. Et c'est un espace qui est bon pour l'économie, la société, le bien-être des gens, la santé. Donc l'an dernier, nous avons consulté la population et les municipalités sur l'impact de la COVID-19 sur les parcs. Nous avons appris que les parcs avaient joué un rôle crucial dans les gens pendant la pandémie et les parcs sont devenus de plus en plus fréquentés et beaucoup plus importants qu'ils l'étaient dans le passé. Les municipalités apprécient maintenant plus que jamais la valeur des parcs. 94 des villes que nous avons communiqué nous ont dit que les parcs sont de plus en plus importants, qu'on reconnaît de plus en plus leur valeur du point de vue des municipalités et de la population. Donc, certains parcs ont fermé pendant la COVID, mais plus de la moitié des villes qui nous ont parlé nous ont dit qu'ils avaient constaté un achalandage supplémentaire accru dans le temps. Et malgré l'insécurité financière, les, c'est-à-dire qu'on croit que la crise aura un impact négatif sur les budgets municipaux au cours des prochaines années. Et c'est là que les fondations communautaires du Canada et l'Initiative canadienne pour des collectivités de santé peuvent jouer un rôle, euh, soutenir des initiatives qui pourraient justement renverser la vapeur et améliorer les espaces publics et les parcs. À la prochaine diapo. Donc la créativité est essentielle. Peut-être que la COVID a montré que dans certaines communautés, il n'y a pas beaucoup d'espaces verts, des espaces publics qui sont sous-utilisés, qui pourraient devenir des espaces, des pôles communautaires dynamiques. Par exemple, le flyover à Calgary, ici, qu'on voit à l'écran, qui a été façonné par le groupe Engage Residents, qui sont sortis des sentiers battus et qui ont créé un espace ici. Donc, il y avait un viaduc en plein milieu de la ville. Euh, et ils ont créé un parc sous ce viaduc, Flyover. Et c'est un groupe d'urbanisme tactique. C'est un groupe qui est communautaire qui a été créé dans les années 2010 et qui veut travailler à créer en fait des pôles urbains où on peut attirer les gens, où les gens peuvent se reposer, peuvent jouer. Donc, c'est le type de projet temporaire, c'est un projet temporaire, il faut se dire, qui peut devenir un projet à long terme. Donc, c'était le groupe tactique d'intervention urbaine de Calgary, un groupe communautaire
qui a réalisé ce projet. Et aussi, ils ont fait sur des fresques, sur le béton, ils ont créé quelques jardins communautaires. Ça a attiré l'attention des citoyens et ils ont fait ces projets en partenariat avec la ville de Calgary. Et ils ont créé justement des pôles sociaux dans la ville où les gens pouvaient, en fait, des pôles qui pouvaient améliorer le bien-être des gens. Ensuite, nous avons un projet de forêt éphémère à Montréal, au parc Jarry, une initiative de Cap Jarry, la coalition des amis du parc Jarry. C'était une installation temporaire où nous avons mis des arbres qui n'étaient pas plantés dans le sol, évidemment. Et après les fêtes, les gens apportaient leurs vieux sapins de Noël et nous avons créé une forêt temporaire. Donc les gens pouvaient décorer les arbres, mettre des messages dans les arbres. Donc cette forêt éphémère a créé un sentiment d'appartenance de la communauté. Les gens pouvaient se promener parmi les arbres dans ce grand parc. Et c'était une très belle expérience pour les gens. Et ça montrait qu'on pouvait réaliser un projet au cœur de l'hiver. Et c'est un projet très bien réussi qui peut être appliqué à plus petite échelle dans d'autres situations. C'est une idée qui peut être reprise, utilisée dans d'autres parcs. Et on peut l'adapter à des espaces vacants ou des petits parcs où on n'a pas beaucoup de ressources. Ça ne coûte pas très cher, mais ça peut avoir un effet très important sur la population. Et passons à la prochaine diapo. On voit aussi un autre type de tendance qui est sortie de la pandémie. Donc c'est le skate. En fait, il y a un groupe qui s'appelle East Band Skate Crows, un groupe à Vancouver, qui cherchait de nouvelles façons de rester actifs pendant la COVID. Donc, ils ont créé ce groupe et ils ont incité d'autres débutants à commencer à faire du skate, débutants de skate, à reprendre ce sport et à trouver des endroits dans la ville où ils pourraient reprendre des parcs de planches à roulettes et les améliorer. Ils ont aménagé des installations pour faire de la planche à roulettes. Ils ont installé ces installations près d'espaces verts. Et la plupart des gens qui ont participé à ce projet n'avaient jamais fait de planche à roulettes à l'extérieur. Et une soixantaine de personnes ont essayé ce sport dans ces nouvelles installations. Et c'était une activité merveilleuse. Cette initiative à Vancouver a mis en relief le besoin de faire du sport à l'extérieur, en plein air. Et encore, c'était une toute petite intervention qui a eu des impacts immenses sur la vie des gens. Donc, je vais passer la parole à Chris. Merveilleux. Oui, ça me fait sourire voir ces exemples dont vous nous parlez. Merci encore à tous les partenaires qui sont avec nous d'avoir invité Mars à cette conversation. Je suis très content d'être ici. Je veux vous parler de la collaboration et des interventions, ou en fait des solutions numériques. Donc, quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, on constate qu'il y a beaucoup d'inégalités. Il y a l'organisme Mars. Nous sommes un pôle technologique, mais nous voulons soutenir les entrepreneurs des secteurs publics et privés, les aider à créer des changements positifs dans leurs initiatives. Donc, on parle de partenariat, d'espace public. On reconnaît que les défis sont très complexes. Il y a de nombreux facteurs qui ont une influence sur la réussite des solutions qu'on met en œuvre. Souvent, il faut regarder les choses d'autres points de vue pour trouver des solutions holistiques. Et on parle beaucoup de collaboration aujourd'hui, évidemment. Et ça demande aux intervenants d'être empathiques et de tirer parti des expériences des autres et aussi de trouver des solutions en consultant des intervenants internes et externes. Ça, il faut prendre ça en considération de façon dont on va travailler à l'avenir. Il y a des solutions qui peuvent avoir un effet positif dans cette pandémie. Il faut
trouver de nouvelles façons de travailler ou de penser pour voir quels seront les résultats de nos initiatives dans l'avenir. Parce qu'on peut regarder le court terme, mais il faut regarder le long terme également. Quand on pense à ces solutions numériques, en fait, dans mon expérience, en général, je crois qu'il y a beaucoup de technologies. Les organisations, les entrepreneurs ont accès à la technologie ou ont créé de la technologie. Et je crois qu'il faudrait recentrer les choses et commencer par comprendre les défis et les besoins de nos collectivités et adapter des solutions à leurs besoins et leurs réalités. Passons à la prochaine diapo. Donc, nous avons quelques études de cas dont je vais vous faire part aujourd'hui. La première, c'est un exemple où Mars a participé, qui s'appelait le marché d'innovation municipale. Nous avons travaillé avec Guelph, Barrie et London, en Ontario, trois villes, pour améliorer ou établir un processus d'approvisionnement en mettant en jeu des fournisseurs tôt dans le processus et d'éliminer les intermédiaires. Donc, ça nous a permis de nous concentrer sur la formation de ces partenariats précoces qui ont ensuite travaillé ensemble pour trouver la vision du projet. Et ensuite, nous avons fait intervenir la ville qui a pu contribuer à ce processus d'élaboration des solutions. Donc, à London, nous avons travaillé avec un accélérateur de solutions, un fournisseur de solutions technologiques qui s'appelle Lumina Inc., pour adapter et tester des technologies pour mieux comprendre l'utilisation des, des ressources, trouver de nouvelles façons d'utiliser les investissements, les fonds d'investissement, enfin, les fonds investis dans les parcs de la ville. Donc, c'est un processus d'approvisionnement nouveau qui a été créé. Le processus permet à la ville de travailler avec Lumina, le fournisseur de technologie, pour se pencher ou évaluer, étudier de nouvelles façons de faire les choses, recueillir des données et trouver d'autres solutions pour atteindre des objectifs qui sont recherchés par la ville. Passons à la prochaine diapo. Donc ici, ça nous mène à Boulder, au Colorado. Il a vu un taux d'utilisation de la voiture plus élevé sous la COVID. Donc, et ensuite, il y a des tendances de mobilité qui sont en train de naître maintenant, qui vont à l'encontre de la voiture. Donc, ça crée les conditions parfaites pour étudier de nouvelles façons de penser la mobilité au centre-ville, d'adapter les infrastructures, de travailler avec les contraintes naturelles de la ville. La ville a lancé une invitation aux organismes, aux entreprises technologiques pour trouver des solutions et créer des projets pilotes. Des compagnies comme Uber, Lyft, qui sont des services de taxi accessibles, et un organisme qui s'appelle Communify, qui a bâti une plateforme pour gérer ce programme incitatif et permettre aux fournisseurs de services de mobilité d'avoir accès au programme et aussi à fournir des données sur l'utilisation du programme. La ville a travaillé avec ses fournisseurs de technologie pour élaborer le programme projet pilote, comprendre les données du pays, gérer les programmes incitatifs de mobilité. Et à Boulder, ils voulaient inspirer une concurrence saine entre les partenaires et obtenir le pouls, prendre le pouls de la population. Donc, ils ont utilisé des questionnaires, des formulaires pour obtenir en fait, les commentaires des utilisateurs. Ça leur a permis de comprendre plutôt les modes de transport qui étaient préférés par les utilisateurs, les périodes de pointe et les modes de transport qui étaient utilisés. Et les avantages mentionnés par la ville, c'est que ce partenariat avec des entreprises technologiques et cette plateforme numérique et la communauté, ça a permis à des gens de, en fait, ça a permis aux gens du projet d'agir beaucoup plus rapidement et d'opérer un changement technologique plus rapidement que si ça avait été un seul fournisseur qui avait créé une plateforme, par exemple. Donc, c'était un avantage. Donc,
On travaille avec des fournisseurs de solutions numériques. Justement, il y a moyen de mettre en relation ces fournisseurs avec la municipalité et d'autres fondations ou partenaires communautaires. Donc, je vais demander à Eric de nous amener au prochain point à l'ordre du jour. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Eva Jackson. Je suis la directrice principale de ePlay Canada et je suis très heureuse de faire partie de ce partenariat et d'être à cette session de cette séance d'information de l'initiative pour les collectivités en santé. Donc, nous allons cesser de partager notre écran. Nous avons un groupe d'experts qui vont s'exprimer. Je vais leur demander d'allumer leur caméra. Donc, je vais présenter deux des experts. Nous avons l'honneur de vous présenter ce panel. Nous allons leur demander de nous parler d'autres études de cas. Et je crois que ce concept de oui, mais encore dans le travail avec les municipalités. Donc, on a Sue, qui est une urbaniste et qui travaille à la ville d'Edmonton, qui va travailler pour d'autres gouvernements locaux dans le passé. Elle est aussi bénévole sur le conseil d'administration de Paths for People, un groupe communautaire. Et je crois qu'elle a une perspective double, celle de la municipalité et de la communauté, la perspective communautaire et municipale. Nous avons un autre expert qui a aussi la même perspective. Je dis comme ça. Donc, nous avons un urbaniste de la ville de Vancouver, fondateur et directeur du VPFN, qui est une organisation à but non lucratif en urbanisme de Vancouver. Donc, je demande à nos experts panélistes de se présenter. Je crois que Zoom, c'est assez facile à faire. Nous allons lancer la conversation pour attendre. Donc, je vais commencer par demander à Andrew de s'exprimer sur la question. Et je crois que je me dis, à la lumière de ce que nous avons de nos présentations d'aujourd'hui, qui parlent de collaboration et de thèmes bien précis, je me demande si je pourrais vous demander de vous donner un exemple, ou deux ou trois exemples, de partenariats communautaires qui se sont bien déroulés pour vous à Vancouver. Avez-vous une idée des raisons pour lesquelles ces initiatives ont été une réussite? Merci Eva, et bonjour à tous et à toutes du territoire non cédé de Musqueam-Squamish, c'est-à-dire Vancouver. Donc oui, c'est une bonne question. Il y a beaucoup d'exemples très intéressants ici, mais je vais dire deux choses pour parler de deux projets. Je vais parler de deux projets. Donc, c'est bon, du Vancouver. Il y en a un projet axé sur le lieu et l'autre, c'est un projet plutôt axé sur une collaboration communautaire. Donc, pour le premier projet, en fait, un projet qui vient de c'est Robson Square. Si vous avez été à Vancouver, vous connaissez ça. C'est au centre-ville de Vancouver. Et c'est un projet c'est un lieu qui était coupé en deux par une route. Et maintenant, nous avons changé les choses. Nous avons eu l'occasion au cours des dernières années de repenser cet espace. Et ça s'est déroulé ainsi. Une organisation que je représente, en fait, le réseau des espaces publics de Vancouver, a commencé à remettre en question cette situation, cette route qui coupait en deux un quartier. Comment est-ce qu'on peut repenser cet espace? La ville était très intéressée par cette conversation. Oui, une coïncidence, c'est que nous avons eu les Olympiques, justement, à cette époque, 2012. Donc, ça soulevait plusieurs questions. Je me rends compte qu'avoir eu les Olympiques, bon, les Olympiques, des fois, ce n'est pas quelque chose qui est bénéfique pour tous et toutes, mais dans notre cas, ça nous a permis d'ouvrir la conversation, de chercher d'autres idées et de transformer cette était coupé en deux par une autoroute. Ça nous a permis, nous, à notre groupe et à d'autres groupes, plusieurs groupes communautaires assez variés, de commencer à travailler avec la ville pour tester diverses façons d'utiliser cet espace. Un marché, un espace karaoké, un espace pour des activités communautaires ou politiques. Et c'est une discussion qui s'est déroulée pendant plusieurs années. C'était de l'urbanisme tactique. Et aujourd'hui, depuis quelques années, en fait,
l'espace a été transformé en espace public piétonnier, à 100% piétonnier. Ça a pris 10 ans. Donc, en fait, les idées étaient beaucoup plus vieilles que ça. Mais c'est le temps que ça a pris. Cette transformation a pris du temps. On a eu besoin de différents joueurs, mais ça s'est passé dans un lieu bien précis. C'était une façon d'envisager cette transformation. L'autre façon serait d'engager une collaboration plus profonde avec des organisations ou avec plusieurs partenaires. Et nous avions un concours de conception pour reconcevoir des espaces publics à Vancouver. Il y a 116 jours de pluie à Vancouver, croyez-le ou non, et il se passe qu'ils ne sont pas utilisés quand il pleut. Donc, on veut mieux utiliser ces espaces. Donc, l'idée, c'était bon, lancer un concours de conception, de design, une une collaboration entre la ville et notre organisme. Ça nous a permis d'avoir la perspective des gens, quelles seraient les forces des endroits. On voulait aller chercher l'expertise technique, tactique d'autres organisations. Et on voulait aller chercher d'autres idées, créer d'autres occasions, faire travailler les gens, travailler avec des groupes d'équité, des groupes de défense des droits, donc qui travaillent tous vers cette idée, en fait, ce projet d'espace public adapté aux jours de pluie. Merci, Andrew. Je crois qu'il y a je vois déjà des questions qui sont posées. Mais passons de la pluie à la neige, allons vers l'est, à Edmonton. Et voulez-vous, en fait, c'est la même question que je vous pose. Avez-vous, donc on aimerait savoir s'il y a eu des projets, des collaborations qui se sont déroulées dans votre contexte à Vancouver, pardon, à Edmonton, où les choses se sont bien déroulées. Oui, je m'appelle Sue, je suis sur le territoire du traité 6 à Mesquite-Waskagan. Je travaille pour le gouvernement à l'heure actuelle, mais je ne considère pas comme une régulatrice. Et je crois que le gouvernement doit agir comme plaque tournante pour mettre en relation les organismes. Euh, je vais vous parler de la stratégie de la ville hivernale. Donc, j'ai travaillé sur cette stratégie et on n'envisageait pas à quel point ce serait important, cette stratégie pour la COVID. Nous avons demandé aux gens qu'est-ce qu'ils aimaient de l'hiver. Et toutes les idées que nous avons reçues nous ont permis de créer une vision inspirante. Et nous avons créé aussi des occasions de socialisation, de permettre aux groupes communautaires de sortir des sentiers battus et d'essayer des choses nouvelles. Nous avons mis en œuvre la stratégie en soutenant les communautés, en soutenant les organismes. Et des fois, on leur fournissait des fonds, on organisait des activités de levée de fonds. Des fois, on les aidait à se prémunir contre les risques. Donc, on leur donnait des formations sur la gestion des risques. Et aussi parce qu'un organisme a eu la folle idée de faire une course de canots dans la rue, des canots sur roues. Imaginez. Donc, je crois que c'est important que les gens sachent qu'on était de leur côté. Par exemple, quand ils organisaient des courses de canot dans la rue, ils savaient qu'on était derrière eux, qu'on voulait les soutenir. Moi, j'ai toujours travaillé pour changer la direction des choses, changer l'histoire qui sous-tend mon travail, toute la réalité actuelle, toutes les choses négatives qu'on se dit de l'hiver, et pour que l'hiver ne soit plus un obstacle, mais un bienfait et un avantage. Donc, je vais vous donner, je vais vous parler du travail que je fais à l'heure actuelle. Quand on a commencé avec cette stratégie, on avait certaines idées sur le bien-être urbain. Mais on n'avait pas de données provenant de recherche. Et pour nous, la collaboration était très importante. On travaillait avec les gens, et en fait, on faisait travailler des gens ensemble, des gens qui, en temps normal, ne travaillent pas ensemble. Et nous avons fait co-créer et co-conçu nos propres projets. Et ça, c'est la clé des choses. Donc, nous avons compris dans cette aventure ce que le bien-être urbain signifie. Je vous encourage à aller sur notre site web urbanwellnessedmonton.com. Vous y trouverez beaucoup de ressources. Mais pour vous donner un exemple de ce que nous avons fait, un des projets là, c'était Project Welcome Act.
Donc, c'est un projet qui s'est déroulé devant Wall Street, des plus grands fournisseurs de services. Donc, il y avait toujours des gens qui se tenaient, hein, mais il n'y avait rien d'autre qui se passait. C'était du béton, il n'y avait pas d'endroit pour s'asseoir. C'était un endroit intimidant. Il y avait la police venait tous les jours pour séparer les gens qui se battaient. Donc, on voulait que ce soit un espace qui serait digne et non stigmatisé, où les gens pourraient se sentir normaux. Donc, nous avons réuni des gens, créé un groupe, des personnels de la ville, des groupes communautaires. Nous leur avons demandé ce qu'ils voulaient faire de cet espace, qu'est-ce qu'ils verraient à cet endroit. Et c'est la communauté de Boyle Street, de ce quartier, qui a trouvé la solution. C'est eux qui ont décidé quelles fresques ils allaient peindre sur le bâtiment. Ils ont décidé de mettre des chaises, des tables ici et là. Nous avons évalué le projet et nous avons déterminé que ça serait bénéfique. Et en effet, nous avons réalisé que il y avait moins de batailles, moins de problèmes. Et je crois que ces gens du quartier nous ont donné une nouvelle vision des choses. Nous avons appris de ces gens. Et je crois qu'ils ont permis à tout le monde d'avoir un sentiment d'appartenance dans cette monde. Les gens de Wall Street ont dit après qu'ils étaient très fiers justement de ce projet, de leur communauté. C'est eux qui ont co-conçu et co-créé cet espace avec la ville et avec d'autres projets communautaires. Et c'est pas seulement un exemple de projet qui a été réalisé, c'est plus un exemple d'approche. Et c'est un exemple de la façon dont on initie les choses avec les partenaires. Souvent, on commence par communiquer avec des gens, leur parler, leur demander leur opinion. Et ça bâtit la confiance. Et ça, c'est au cœur de notre action. Et nous avons appris à avoir plusieurs points de vue sur ces projets, sur la création, la co-création de ces projets, avec les autochtones, les gens du quartier, etc. Donc, il faut se poser la question, d'où venons-nous pour savoir où nous sommes? Et souvent, ça commence avec nos grands-parents. Qui étaient nos grands-parents? Quand on raconte notre histoire, on peut raconter une histoire, ça va engager la discussion. Et quand on fait ça, les autres vont faire la même chose. Et c'est là qu'on va voir les choses qu'on a en commun avec les autres. Et ce type de confiance, ça ouvre des perspectives nouvelles. Les gens sont habitués, en fait, ont l'habitude d'apporter leur point de vue, mais maintenant, on a les points de vue de tout le monde. Les gens écoutent mieux et ils partagent leur propre expérience. Et ça crée un climat de confiance. Et ça crée une relation beaucoup plus transcendantale dans le projet. Est-ce que vous voulez que je vous donne des conseils ou on en parle dans une minute? On en parle dans une minute. Oui, il y a des gens qui posent ces questions justement dans la boîte de construction. C'est pas seulement moi qui ai fait question. Mais je voulais aussi qu'on parle de quelque chose qui établit un lien entre en fait, vos histoires, les histoires que vous racontez sur les lancements de ces projets. Vous parlez du dialogue, de la confiance. Et dans certains des projets que nous avons faits, nous avons tracé un peu la voie du partenariat. Bon, entre un fournisseur de services, plutôt que ce soit un fournisseur de services, il faut que ce soit un cycle complet. Comme vous le dites, il faut que les partenariats soient bien fixés. De cette façon, on élimine la hiérarchie, les choses sont beaucoup plus intégrées. Et je voulais vous demander, comment vous naviguez parmi ce spectre et passer d'un partenariat ad hoc et transactionnel vers un partenariat plus complexe qui nécessite des relations, de la confiance. Et des fois, il y a de la tension, bien sûr, mais comment est-ce qu'on décide de quel type de partenariat on a besoin ou quel type de collaboration on veut engager? En fait, je peux commencer à cette question. Vous avez mis le doigt sur un des mots-clés. Il y a la tension, un élément de tension dans cette histoire. Je dirais que en fait, j'ai trois ou quatre choses à dire là-dessus. Créer des partenariats, ça donne le potentiel de réaliser des projets plus profonds et plus importants. Ça peut être l'apprentissage partagé, un partage d'expertise, d'expérience, de connaissances. On peut bâtir là-dessus. Ensuite, côté des résultats, la propriété du projet sera mieux partagée de façon plus équitable. Donc, il y a cette notion de potentiel, c'est la deuxième chose. Le potentiel n'est pas acquis. Donc, aussi, bâtir des relations à plus long terme, ça vient avec des risques.
ça peut devenir transactionnel si on ne fait pas attention. Les gens peuvent présumer des choses de chaque côté du projet. Il faut se souvenir que si vous êtes un gros groupe communautaire, que les municipalités travaillent très différemment des entreprises privées ou des organismes caritatifs. Donc, le rythme est différent et le processus est souvent méconnu de la population dans les municipalités. Et ensuite, la perspective de l'équité est importante. Du point de vue de la municipalité, le point de vue, c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'un bon partenaire? Ce ne sera pas la même définition sur le nom quelqu'un d'autre. Donc, ils vont dire, bon, un bon partenaire est capable de faire X, Y, Z, ou peu importe. C'est un peu leur façon de voir les choses. Une façon très arrêtée. Et avec le bon soutien, un groupe pourrait être un bon partenaire. Ça, il faut se poser cette question avec un certain type de soutien. Et ça, c'est la clé. Donc, il faut se poser la question, qui est à la capacité ici? Parce que ça peut être une question, un problème d'équité en soi. Et souvent, c'est le cas. Donc, je crois que c'est un aspect clé de la chose. L'autre chose, c'est que je ne sais pas si on est rendu au-delà de ad hoc. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Euh, si on essaie de s'éloigner de cette relation de domination, relation hiérarchique. Mais il y a de la place pour les projets ad hoc. Il y a des relations plus profondes à établir, ainsi que des projets exceptionnels qu'on peut réaliser de cette façon. Donc, le secret des relations plus profondes, c'est les liens entre les organisations, là où il y a une capacité d'offrir un soutien. Mais aussi, c'est le type de relation entre les organismes qu'il faut évaluer. Parce que les projets ad hoc sont bons en innovation, en expérimentation, mais aussi les liens plus profonds sont importants également. Il faut un peu de régularité, je crois, et avec les relations plus profondes. Et il faut opérer un changement culturel sur l'importance des espaces publics. Et ce changement culturel, cette transition culturelle, nous permet peut-être de reconnaître que ça prend du temps d'opérer ces changements. La culture ne changera pas du jour au lendemain. Il faut raffiner certains processus et nouer des liens. Donc, il faut faire un investissement. C'est un investissement en temps et en ressources, évidemment. Donc, j'imagine que ma réponse, en bout de ligne, c'est il faut penser à ces deux aspects comme des outils. Il y a différents types de relations et ces différents types de relations ont chacun leur place dans nos projets. Oui, vous disiez oui, Natasha, je sais pas si vous aviez quelque chose à dire si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Oui, il y a des choses que dit Andrew qui sont tout à fait vraies. En fait, c'est vrai, mais je crois que on parle de tension et on dit que c'est la clé. Il y a tellement de tensions parmi lesquelles on doit naviguer. Donc, même dans les groupes communautaires à but non lucratif, il y a des tensions. Il peut y avoir une tendance à la peur. Ils ont peut-être peur à laisser entrer des gens. Ils ont peut-être peur du risque. Donc, n'ayez pas peur. C'est ce que je vous dirais. Aussi, il y a une tendance parmi les gens à utiliser des approches de gestion des affaires. Andrew a parlé de la cohérence, mais d'utiliser des solutions qui sont axées sur la minimisation des risques et l'efficacité. Ce sont des choses qui sont incrustées dans les cultures et ça peut être un obstacle à la co-création, au partenariat. Donc, il faut toujours gérer la tension entre ces considérations et des considérations comme les possibilités. Par exemple, la possibilité comme les liens et la guérison. Et il faut se diriger vers une pensée beaucoup plus créative et créative. Oui, est-ce que je peux faire du pouce un peu sur la tension et le risque de mettre la tension au cœur des choses? Mais un des participants nous a posé une question qui est exceptionnelle, je crois. Donc, on parle des infrastructures cyclables ici, pour bon nombre d'entre nous, dans les centres urbains, c'est un point de tension, les infrastructures cyclables. Et un des participants pose la question, comment est-ce que les municipalités ménagent la tension entre les groupes en concurrence, entre les cyclistes, les automobilistes, etc., pour s'assurer que toutes les voix sont entendues, qu'on écoute tout le monde? Oui, si vous me permettez, j'aimerais répondre à cette question. Je crois que c'est important de ne pas avoir une approche, en fait, une approche selon laquelle les ressources sont limitées. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il faut chercher les occasions de collaborer. Et à propos du défi d'inclure tout le monde,
Il y a un défi encore plus grand. Et ce défi, c'est d'inclure les gens marginalisés. Comme, pensez à comment vous pouvez intégrer les contributions des personnes qui sont marginalisées et comment aider les gens à naviguer au travers de ces tensions. Et aussi une dernière chose. Oui. Donc, il faut être conscient de notre comportement. Soyez conscient de ça. Quand vous mettez en relation des organisations, en fait, nous avons, regardez les organisations avec lesquelles on travaille, ça vous donnera des idées. Je vous invite à utiliser notre outil pour trouver des ressources des organisations partenaires. Souvent, la clé, c'est la façon d'aborder les organismes communautaires ou les municipalités. Et c'est pas ce qu'on fait, mais plutôt la façon dont on fait les faits, dont on fait les choses. Donc il y a des modèles dans la société qui nous empêchent d'avancer. Il faut sortir des sentiers battus surtout avec la COVID, c'est là qu'on met en lumière justement ce type de problème. Et il faut penser différemment. Oui, il y a un commentaire dans la boîte de conversation. Je crois que vous répondiez justement à ce commentaire. Oui, et la recherche que nous avons faite sur le bien-être, c'est une recherche ethnographique très profonde. Ce n'est pas des données massives qu'on utilise d'habitude, mais c'est une étude pris le pouls de la population, des aspirations des gens, leur motivation. Et avoir cette information nous permet d'être empathique et de mieux comprendre les choses et de trouver des solutions plus adaptées. Je crois que Sue a très bien résumé les choses et elle a très bien répondu à cette question. Moi, j'aimerais ajouter une chose. Et c'est dans ces conversations sur les espaces contestés dans la ville que nous allons trouver la réponse. Qui fait partie de la table de négociation? Qui est à la table de négociation? Qui fait partie des discussions sur les espaces contestés dans la ville? Écartons-nous de cette histoire des ici qui sont source de débat. Il faut penser des grands principes. Penser aux grands principes. Il faut trouver ces grands principes. Est-ce que les grands principes sont l'équité en mobilité, s'assurer que tout le monde est capable de se déplacer de façon équitable dans la ville? Est-ce que c'est se battre contre les changements climatiques ou peu importe? Quels sont les principes? Il faut déterminer quels sont nos principes. Et c'est ça notre point de départ. Et ensuite, ce qu'on fait, on crée un cadre, c'est-à-dire d'évaluation, des options, des approches. On peut ensuite élaborer des projets. C'est sûr que les gens peuvent dire, bon, d'accord, on sait que on est d'accord avec ce principe, mais comment est-ce que ça se déroule après dans la vraie vie? Quels sont les inconvénients avec certains principes? Ça peut être un mécanisme utile pour résoudre justement les différends entre groupes. Il y a une autre question dans la boîte de conversation. Je crois qu'on est en train de... En fait, on s'écarte un peu de notre sujet, mais je vous pose la question quand même. Est-ce que les panélistes pourraient parler des processus que les collectivités, que les municipalités sont engagées pour appliquer les principes énoncés au début en vue d'accomplir leurs objectifs? Est-ce que, en fait, pour réussir les projets qui ont été présentés aujourd'hui, donc les façons de collaborer, les avantages de la collaboration. On dit qu'il y a un équilibre entre la théorie et la pratique. Comment engager ces processus et réussir nos projets. Donc, je crois que cette personne doit en savoir davantage, je ne sais pas, sur la réussite ou sur le processus, c'est-à-dire le comment des choses, comme vous le disiez si bien. Pouvez-vous donner des conseils sur la réussite de ce processus, du comment des choses? Je ne sais pas qui veut répondre. Andrew, votre micro est allumé, donc vous pouvez y aller. Oui, je ne sais pas si la question s'adressait à moi ou à qui, mais en fait, ce qui est au cœur de cette question, c'est la question plus vaste du changement culturel. Et là, je parle au nom de la municipalité. Ici, au nom de la municipalité. Bon, quelles approches est-ce qu'on veut mettre en œuvre ici? Quand on parle de la création de lieux, donc, c'est également un résultat que les gens recherchent. Donc, un peu de une fresque peinte ici. Mais aussi, c'est une question de processus. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel de garder ces deux éléments au cœur des choses. Parfois, le résultat à la fin du processus n'est pas ce que vous aviez imaginé au départ, mais
que vous allez avoir comme résultat, ce sont de meilleures relations, des conversations ont eu lieu. Il faut être ouvert à ce genre de choses. Comme l'a dit Sue, l'idée d'accepter la défaite, ça c'est difficile pour les municipalités. On en parle beaucoup, mais dans les faits, beaucoup de gens dans les municipalités, partout au Canada où j'ai travaillé, qui aimeraient avoir les résultats atteints à 99% avant d'entamer la conversation. Et ça, c'est pas l'esprit, c'est pas dans l'esprit des choses. C'est pas comme ça qu'on va réussir. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qui vont mal aller, des choses qui ne réussiront pas. Mais c'est ce qu'on obtient à la fin qui est le résultat final, qui est peut-être pas le résultat qu'on avait espéré au début, mais c'est un résultat positif quand même. Donc, ça vaut la peine de se lancer de toute façon. Et il faut faire une certaine introspection, il faut une certaine souplesse, en fait beaucoup de souplesse de la municipalité, qui vont s'éloigner ou se tenir à l'écart de ce qu'on dirait comme en fait, cette, cet esprit colonialiste où les municipalités ont un esprit un peu colonialiste, que tout est décidé d'avance, c'est elle qui décide. Oui, oui, ça répond très bien à la question. En fait, je savais que vous auriez de bonnes réponses pour nous aujourd'hui, mais je crois qu'on vient au cœur des choses. Et je crois que c'est difficile pour les gens d'échouer vers l'avant. On en a parlé au début, mais je donne souvent l'exemple des ingénieurs sans frontières. C'est un organisme à but lucratif qui produit un rapport d'échec annuel. C'est un peu comme leur rapport annuel où ils parlent de leur réussite et de leur relation avec d'autres organisations, etc. Mais si la communauté des ingénieurs pouvait partager, en fait, parce qu'elle le fait, partage avec la population mondiale ses échecs, et on peut le faire nous aussi. Et je crois que on s'inscrirait davantage dans la perspective que vous amenez aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voulais poser une question qu'on pose souvent, puisqu'on soutient beaucoup de projets pilotes et d'initiatives de démonstration. Je crois que c'est une zone de confort. En fait, les municipalités sont dans leur zone de confort parce qu'elles travaillent sur des projets pilotes. C'est confortable parce que si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Donc, je vais commencer par vous en premier tour. Donc, un des défis avec les projets pilotes, c'est qu'ils sont petits, ils sont discrets. Donc, comment pouvons-nous aller au-delà des partenariats ou des projets pilotes discrets et passer à la vitesse supérieure et les engager pour créer une transformation de nos espaces urbains en partant d'un projet pilote, plutôt que n'avoir que des projets pilotes sur un coin de rue quelque part. Bien, je crois que c'est difficile d'exploser ces projets à grande échelle. Il y a de nombreuses raisons pour ça. Mais je crois que ce qu'il faut faire, c'est avant des projets pilotes, il faut faire des prototypes. Faire un prototype, c'est différent de faire un projet pilote. L'idée ici, c'est d'apprendre et d'améliorer la solution, peu importe la raison, et ensuite passer au projet pilote. Comme ça, on n'essaie pas seulement une petite idée, une petite version de la grande idée. C'est là qu'on découvre comment ça fonctionne de façon plus robuste avant de faire le projet pilote. Et ensuite, on aura, on aura plus de chances de faire une montée en puissance, que le prototype devienne non pas un projet pilote, mais un grand projet d'envergure. Et c'est là que la co-création entre en jeu. Andrew, à vous des idées? Oui, c'est une époque intéressante, surtout avec la COVID, avec tous les événements qui se sont déroulés en 2020. Et je crois que cette question est vraiment sous les projecteurs parce que le besoin de trouver des solutions rapidement est là. Donc, le langage, la langue de bois des municipalités, dans cette langue de bois, l'expression projet pilote revient souvent. Nous avons eu besoin de trouver des solutions rapidement, pour fournir aux gens des besoins, en fait, des services pour répondre à leurs besoins quotidiens. Donc, cette question de
la mise à l'échelle, c'est-à-dire d'amplifier des projets pilotes au niveau davantage d'envergure. Je crois que c'est arrivé souvent au cours de la dernière année. Et parfois, ce qu'il faut faire avec les municipalités, la seule chose qu'il faut faire, c'est rester en retrait et laisser les gens faire les choses. Donc, c'est peut-être, quand je dis oui, il faut bien réfléchir aux choses et penser à ce qu'on fait. Bon, j'espère que ça ne reflète pas trop ma culture de la côte ouest, mais il y a une culture municipale généralisée qui doit évoluer. Je crois que l'idée du prototypage fait partie de ça. C'est merveilleux. Mais qu'on soit à l'étape du prototype ou du projet pilote ou ailleurs, je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a un enjeu plus grand ici. Du point de vue municipal, on ne peut pas simplement mettre en œuvre une politique. Oui, c'est bien gentil de mettre en œuvre une politique, mais il faut la mettre en œuvre. En fait, on peut adopter une politique, mais il faut la mettre en œuvre. Oui. Et souvent, ça ne se fait pas. Un nombre de municipalités ont de très bonnes idées, et ensuite, elles ont un processus de mobilisation qui n'est pas en phase avec leur planification, avec leurs idées. Donc, je crois que c'est une très bonne question aussi. Oui, d'accord. Vous dites que vous voulez faire, mais ensuite, comment est-ce que vous allez faire du point de vue financier? Il faut aller chercher des champions au niveau municipal ou des champions communautaires pour vos projets. Il faut tester les choses. Donc, au cours des dernières années, on obtient beaucoup, depuis plusieurs années, on obtient beaucoup de données, et ça, c'est très utile. Ça nous permet de savoir qui fréquente les parcs, combien de personnes fréquentent les parcs, et ça nous brosse un portrait beaucoup plus fidèle de la situation dans plein de sphères de la vie. Chris a donné une présentation sur ce qui s'est passé à Oakland, et il posait la question, par où est-ce qu'on commence avec les rues ouvertes? Donc, il y a un bon nombre de processus qu'on doit aligner ensemble pour offrir une réponse, une réaction forte, ou une meilleure gestion des choses, ou améliorer le processus de mise en œuvre des projets des municipalités, par exemple. Et aussi, en plus de tout ça, on crée des espaces publics. On voit encore des inégalités. Et l'équité ici doit être au cœur où il faut faire ça. Programme de patio temporaire qui pousse comme des champignons au Canada. Il y a beaucoup de soutien pour en fait, rétablir les rues principales, améliorer les rues principales. Mais il faut se poser la question, quels sont les mécanismes que nous avons? Quels projets pilotes pouvons-nous mettre en œuvre pour les gens qui n'ont pas accès à un patio, à un espace public ou à des ressources? Donc c'est une très bonne question. Oui, et de mon point de vue, une source de tension vient de, en fait, se situe cette tension entre les données et les relations. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les deux travaillent ensemble plutôt que d'avoir à en choisir l'un ou l'autre? Soit on utilise les données pour les décisions ou les liens et les relations pour l'exécution des projets. Mais il doit y avoir un espace où ces deux vont arriver en relation pour qu'on puisse en arriver à une meilleure collaboration, à une meilleure prise de décision, là où on a pris en compte les besoins et on a les données. Donc, c'est-à-dire les données et l'élément relationnel. Oui, on est en train de faire un prototype sur ce type de projet, justement. Nous venons de commencer. Ce projet s'appelle Oracle. Donc, je vais l'écrire dans la boîte de conversation quand j'aurai parlé. Mais les données, c'est extractif. Comment est-ce qu'on rend les données plus relationnelles? C'est ça que nous allons tester. Nous allons utiliser euh, des raconteurs et qui vont pouvoir nous permettre justement de travailler là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire que de recueillir des données dans votre collectivité? Que pouvez-vous faire avec ces données? Et nous allons créer une sorte en fait, de recueil de ces données à un endroit centralisé. Mais ensuite, le processus de collecte de données. Comment est-ce que c'est une intervention en soi, vous voyez? Parce qu'on se demande comment décoloniser les données, comment aller chercher des connaissances traditionnelles, autochtones, et les utiliser à titre de données, justement.
Oui, Edmonton, d'accord. Edmonton, eh bien, ne vous emportez pas. Oui, il nous reste 5 minutes pour notre partie de la discussion. Nous allons ensuite passer euh, le micro à nos collègues de l'initiative pour les collectivités en santé. Mais quel conseil donneriez-vous à d'autres leaders municipaux, employés municipaux et groupes communautaires qui veulent bâtir des partenariats communautaires mieux et en fait en plus grand nombre? Oui, d'accord. Moi, j'ai quelques idées de leçons tirées qui pourraient vous aider. Donc, il n'y a pas d'ordre précis, mais ce que je dirais, c'est que ça n'a pas seulement un rapport à la situation de la pandémie, mais c'est l'idée de reconnaître le rôle fondationnel que jouent les espaces publics et la création d'espaces publics et d'espaces communautaires. Les espaces publics sont au cœur de l'idée que se font les gens de leur communauté, de la démocratie, de la santé, du bien-être. Et ces éléments doivent être au centre du développement des villes. Il faut penser au cycle de vie des groupes qui sont mis en jeu dans ces espaces, au rôle des communautés. Les communautés sont les gardiennes de ces espaces. Ensuite, on parle beaucoup d'équité aujourd'hui. Je veux dire, il faut être humble et introspectif là-dessus. Il faut reconnaître qu'il y a de graves problèmes de confiance. La création d'espaces publics vient avec de nombreuses normes, règles dans la conception. Il faut penser à étudier ces éléments de près, en sachant qu'il y aura des écueils. Troisièmement, l'accessibilité. Il faut appliquer les principes d'un espace public avantageux, l'expérience d'utilisateur. En fait, un commentaire très intéressant de Chris. Il faut utiliser l'expérience des utilisateurs. Les municipalités. En fait, dans les municipalités, c'est très difficile de naviguer. Il y a différentes personnes qui font différentes choses au cœur d'une même municipalité. Les municipalités n'ont pas nécessairement une bonne idée des réseaux qui sous-tendent leur ville. Donc, il faut bien identifier les rôles ici. Quatrièmement, il y a une trousse d'outils qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup de ressources là-dedans. Le financement, l'expertise, le temps des gens. Il faut investir pas seulement de l'argent, mais du temps du personnel. On peut même créer des grosses d'outils. On peut penser à l'environnement réglementaire. On peut penser à différents outils qui s'offrent à nous. Et le bénévolat également. Donc, il y a des gens qui adorent, les municipalités adorent créer des espaces. C'est un bon moyen justement de mettre en jeu la communauté. Et la cinquième chose, donc on parle du partage du pouvoir. Il faut partager le pouvoir pour s'assurer qu'on comprend que nous sommes en train de co-créer de façon légitime et authentique. Donc, il faut peut-être revoir la terminologie qu'on a dans les municipalités. Donc, oui, je suis en charge de ci, j'ai des ressources. Enlever ces mots-là et voir comment on pourrait améliorer ce vocabulaire dans un dialogue avec les communautés. Donc, lançons la conversation et persévérons. Merci, Andrew. Stu, avez-vous des conseils pour terminer? Eh bien, je serai brève. Je vous dirai, concentrez-vous sur les possibilités, sur le potentiel. Ne vous dites pas que les ressources sont limitées. N'ayez pas peur d'expérimenter. N'ayez pas peur d'échouer parce que c'est là qu'on apprend. Et laissez la place aux autres façons d'être, penser et de savoir. Merci énormément. En fait, c'est du bonbon pour moi. L'autre jour, on s'est rencontrés pour la première fois. J'ai l'impression que je parle à des vieux amis d'un sujet qui est cher à tous et à toutes. Donc, merci énormément. Vous êtes vraiment des étoiles dans ce monde. Vous nous guidez dans la nuit et je crois que vous êtes très inspirant pour les municipalités qui sont représentées ici par certaines personnes. Et donc, je passe le micro au nom des organisateurs de la séance d'aujourd'hui et des participants. Et je vous applaudis. On applaudit virtuellement Andrew et Sue. Et je crois que je passe le micro à Rupal qui va répondre aux questions qui ont été posées aujourd'hui.
Merci énormément. Donc ça s'est très bien déroulé. J'ai beaucoup aimé écouter cette conversation. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Michel de Fondation communautaire du Canada qui va répondre à des questions bien précises sur le programme. Et je crois que nous allons aussi inviter tous les conférenciers, toutes les conférencières à revenir parce que certaines questions leur ont été posées dans la boîte de conversation. Maintenant que je vois Michel, j'ai quelques questions qui pourraient être pertinentes pour les panélistes. Donc, une question. Est-ce qu'une municipalité peut demander du financement euh, en vertu de l'initiative pour des collectivités en santé? Bonjour, oui, merci. Est-ce que les municipalités peuvent demander du financement? Oui, elles le peuvent. Les municipalités sont admissibles. Cela dit, toute organisation ne peut soumettre qu'une seule demande. C'est pourquoi la conversation d'aujourd'hui est très pertinente, c'est-à-dire que la collaboration peut être très, très importante. On a parlé en long et en large de séances d'information, de comment les organisations peuvent collaborer avec les municipalités. Donc, nous encourageons les municipalités et les organismes à collaborer ensemble lorsque c'est possible. Et aussi, il faut prouver un lien, il faut démontrer un lien avec la communauté. Donc, nous avons un guide de demande qui contient beaucoup d'informations. Et oui, cette question est posée très souvent. Quel permis ou licence ou autorisation devons-nous avoir avant de soumettre une demande de financement? Avez-vous des conseils pour les gens qui envisagent de tenir un projet où ils devront demander un permis spécial à leur gouvernement local ou municipalité? C'est une question très importante. Ce ne sont pas tous les projets qui nécessitent des permis ou des autorisations. Si vous croyez que ce sera le cas, faites vos recherches. Vous devez déterminer quels sont les permis nécessaires. Vous devez être en mesure de démontrer, si vous n'avez pas encore les permis, que vous avez fait de la recherche, que vous avez démontré quels seront vos besoins et quelles étapes vous devrez faire pour obtenir ces permis. Vous informez auprès de vos autorités locales ou régionales ou municipales pour savoir quels seraient ces permis. Donc, je crois que les gens autour de la table aujourd'hui ont une bonne idée de la façon d'aborder les municipalités. Et donc, allez obtenir cette information. Très bien, merci. Oui, si Lenric voulait intervenir ici ou donner des conseils à quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de demander un permis ou une autorisation à son gouvernement local ou à sa municipalité. Et comment est-ce que ça peut être une expérience positive? Oui, ça peut être très intimidant, évidemment. Mon conseil, c'est de passer par le canal le plus simple. Donc, moi, je vis dans l'est de la ville de Toronto. Je parlerai à mon conseiller municipal. Je lui écrirai un message par courriel, Twitter, ou je l'appellerai. Si vous n'avez jamais parlé à votre député municipal, votre conseiller municipal, c'est le moment de le faire. C'est cette personne qui est là pour répondre à vos questions, vos premières questions. C'est peut-être la meilleure personne. Et en plus, cette personne travaille pour vous. Elle défend vos droits. Cette personne vous donnera des ressources, accès à de l'information et elle va vous trouver la réponse. Même si cette personne, votre conseiller municipal ne connaît pas la réponse, il ou elle a les moyens de vous orienter vers la bonne source d'information pour vous indiquer le processus d'obtention des permis ou d'autorisation si nécessaire pour réaliser votre projet. Est-ce qu'il y a un autre conférencier qui voudrait élaborer ou ajouter de l'information, donner des conseils? D'accord. Une très bonne question ici de Susan. Je sais que Eva en a parlé. Vous en avez parlé. Je sais que il y a d'autres personnes autour de la table qui ont leur opinion là-dessus. Elle dit, avez-vous des conseils sur les intérêts concurrents? Nous voulons demander du financement pour créer un sentier pour les cyclistes, mais nous voulons que ce soit un sentier pour cyclistes. D'autres groupes de la communauté voudraient que ce soit un sentier partagé entre cyclistes et autres usagers.
autres usagers. Comment est-ce qu'on pourrait travailler sur ces intérêts conflictuels? Une une question épineuse. Qui veut se lancer? Thank you. Merci. I don't necessarily have expertise in Je n'ai pas d'expertise specific dans le domaine perspective of that nécessairement, sort, but just double clicking on kind of the ethnography and just mais getting into the communities and making sure that you're listening je to crois the qu'il faut avoir une approche people ethnographique. Il faut aller parler aux gens des différentes communautés. Je suis certain qu'il y a des dynamiques, enjeux qui vont brouiller les cartes, qui peuvent causer des problèmes. Mais il faut s'informer de ce qui se passe. Assurez-vous que vous êtes diligent, que vous informez des besoins des diverses communautés qui sont en ici pour savoir dans quoi vous vous embarquez. Et I've also mettez been l'humain au cœur de la curious to chose. hear about C'est how to encourage la people question who centrale are ici. willing to Une have autre question meaningful sur ceci. conversations. Comment You talked encourager a little bit about les closing the communautés discussion à and accepter how l'échec? projects often don't end up being what you thought they were going to be, and Donc, how to kind of Andrew parlait du fait que les projets, parfois, ont des résultats autres que ce que l'on avait prévu au début. in the Et structure comment of une organisation ou un organisme pourrait être à do you l'aise have avec any tips la for perspective de people in terms l'échec. of how they Est-ce que vous avez des conseils ou engaged des their exemples? community or their municipality and kind of brought them Comment to a vous, place where they dans felt un like projet they où could vous really avez amené une work with communauté dans un projet et les choses se sont déroulées comme prévu? I feel like I may have answered this a bit already, so if someone else wants to J'ai jump l'impression in, que j'ai please déjà do. posé cette question. Si Some of quelqu'un the veut things that y we've aller, seen allez-y. as hopeful as, Mais and this has been une des choses que nous avons effective in other découvertes, cities as well, is just the ça idea a of été having prototypé dans d'autres test villes, spaces that are sort of c'est explicitly spaces where you're d'avoir testing des ideas. So that might not espaces be de fully the answer test, to all des espaces où on peut these approaches tester les choses. are Peut-être que thought ça ne of. répond pas à tous If that's les something that besoins ou les questions ou tous les projets. as part of the process means I think people can Il faut choose reconnaître que les tests really et les échecs font partie du processus. does this work or not, and they can kind of get into Des this fois, les gens peuvent venir à ces endroits et dire si ça fonctionne ou pas. Donc, c'est peut-être une bonne façon d'avoir des échecs à petite échelle. and then finding out after the fact that it isn't. So Parce que souvent, on dit aux gens, oui, ça va être merveilleux, la meilleure chose au monde, et à la fin du projet, ce n'est pas le cas. Donc, on a utilisé Queer some worked way better than à others. Vancouver, on l'utilise à chaque année pour tester quelque chose de nouveau. À toutes les années, nous testons quelque chose de nouveau à Robson, à Vancouver. Donc, c'est un espace de test. Ça peut être un mécanisme à utiliser dans vos villes. Maybe it's an outcome of like those really crazy neoliberal 80s and Peut-être que 90s c'est that everyone's so browbeaten about like un résultat un peu de cette culture 80-90 um, où tous les gens manifestaient à tout bout de champ contre le gouvernement parce que euh, we just have to les shoot projets coûtaient trop cher ou peu importe, mais on ne va jamais faire plaisir à tout le monde, c'est certain. Mais il faut avoir ces espaces de test où on peut tester les choses. J'adore la réponse d'Andrew. Vous savez, il y a une différence entre on ne bâtit pas des fonds d'1 000 $ ici. C'est pas là qu'on veut échouer, évidemment. Il y a beaucoup d'espace quand on crée dans le développement communautaire pour créer des espaces sûrs pour l'expérimentation et l'apprentissage. Une des choses qu'il faut intégrer dans la question du projet une phase de test par les utilisateurs. Donc, on n'a pas tendance à faire ça, c'est-à-dire avoir une approche en cascade. On conçoit, on teste, on conçoit, on teste, on teste. Ce qu'on fait, c'est on écrit une proposition, on la soumet à la ville, on obtient le financement, on fait le projet, c'est la fin de l'histoire. Si ça n'a pas fonctionné, eh bien, c'est terminé. Et il faut avoir une approche en cascade. On conçoit, on teste. Donc, il faut avoir une approche plus cyclique. Et oui, si je peux faire sur ce que vous venez de dire, j'aimerais dire que les villes veulent que tout soit parfait à 100% fois. Je crois que quand on fait participer les intervenants dans une ville, on a une perspective plus variée. On peut profiter de leur expérience et on se concentre moins sur le résultat qui a été pensé par la ville, c'est un résultat qui est davantage concerté.
time. leurs intervenants. Et à chaque fois, on en apprend davantage. On atteint cette perfection tant recherchée par les municipalités. So it looks like we've just got a few minutes left. I Je want crois to qu'il nous reste quelques minutes. Je remercie tout le monde, le 880 Cities, Amis des Parcs, Mars, Eclay Canada, Andrew et Sue, ainsi que Michel des Fondations communautaires du Canada. Vous avez beaucoup de conférences aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin de la séance. Je vais vous dire que nous avons un sondage de rétroaction qui va s'afficher à votre écran. Prenez quelques instants pour y répondre. Je vois aussi que... Ah oui, nous voulons vous dire qu'il y a d'autres séances de mobilisation qui se dérouleront. Vous êtes la prochaine la prochaine sur le 20 mai, partenariat entre Mars et le réseau pour l'avancement des communautés noires sur la façon de concevoir des solutions équitables avec les communautés noires. Si vous ne serez pas des nôtres, vous aurez accès à l'enregistrement de cette séance la journée d'après sur notre site web. Merci à tous d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez répondu au sondage et j'espère que nous allons vous revoir la semaine prochaine. Merci.